Quand je veux décrire rapidement la dimension type de méthode et fondement, il ne suffit pas de dire je fais dans le qualitatif ou je fais dans le quantitatif. Et oui, il y a nécessairement des, en très mauvais français, assumptions, des prémices. Merci, des prémices. Ils doivent être simplement exprimés clairement. Je dis, ce qu'on demande aux gens qui produisent de la science, peu importe que ce soit dans le cadre d'un article, d'un ouvrage arbitré, c'est d'être explicite. À part ça, ils ont le droit et le choix de leur choix. Comme je disais, on n'a pas le droit de taper sur quelqu'un parce qu'il n'y a pas la même religion théorico-modélisée que nous. On a le droit de ne pas y toucher si on n'est pas compétent dans le domaine. Ça, c'est une autre histoire. Et souvent, malheureusement, c'est un droit qu'on ne s'applique pas. Donc, on était rendu à, si on le dit, objectif et éléments de méthodologie, type de recherche et méthode, on a parlé. Une ou deux pages, c'est souvent restreint à la proclamation. Justement, c'est une recherche qualitative, c'est une recherche quantitative, ou à l'énoncé d'un mode de recueil de données, interminable souvent d'ailleurs. Il n'y a rien de plus pénible qu'on m'explique dans le détail sur 63 pages chaque torpinouche d'étape du recueil de données à la limite de mes états d'âme en situation, si ça incluait par exemple des entrevues. États d'âme dont on n'a rien à cirer en passant. C'est important ça. Et souvent, absence fréquente, description des instruments. Et peu importe la méthode, j'ai une instrumentation. La démarche scientifique est par essence instrumentée. Même pour ceux qui réussissent à faire de la recherche scientifique avec des prémices et des démarches fortement influencées par la psychanalyse. Ça peut se faire. L'instrumentation a besoin d'être très claire et très explicite dans ce genre de contexte. Mais on n'y échappe pas, peu importe l'entrée. Alors, et les qualités de l'instrument, les qualités peuvent être distinctes. On ne vous demande pas de nous donner, je sais pas moi, les garanties de cohérence du construit, validité de construit, dans le cas de certains types de production de discours, dans des méthodes où finalement le discours de l'individu ne doit pas être contraint. Il fournit à peu près un vague sujet, puis tu le laisses gazouiller, tu l'enregistres, tu essaies de faire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui part dans tous les sens. Ça dépend de votre niveau de masochisme, mais je veux dire, c'est pas interdit. OK? Mais il y a là une instrumentation. Elle doit être décrite. Si ce n'est pas décrite, il y a quelqu'un qui va déprimer et devenir méchant. La personne qui doit savoir et évaluer si votre article mérite d'être publié ou même d'être expédié à des tiers. Et comme notamment les rédacteurs en chef des revues sont profondément humanistes, ils essayent d'éviter de faire souffrir les tiers qui nous donnent leur temps. C'est beaucoup moins douloureux de pitcher aux jeunes. Donc, traitement au mode d'analyse des données. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu envie d'acquérir une Kalachnikov et au moins 3 caisses de munitions, parce que, et là, ce n'est pas les jeunes, là, je veux dire, ça vaut pour mes éminents collègues, je plaide de ne jamais l'avoir fait, où le mode d'analyse des données se limite à quelque chose dont on se met alors contre-fou, c'est le logiciel. J'ai fait une analyse quantitative, j'ai utilisé SPSS. Ben oui, le tweet, je veux dire, 90% des gens ne sont pas foutus de programmer un minimum, ils ne vont pas utiliser R. Puis toutes les universités ont acheté SPSS. OK! J'ai utilisé NVivo. Ah ouais? OK, t'as fait quoi avec? Moi, j'avoue que c'est tuant. Moi, je donne l'exemple. C'est comme tu te fais inviter à souper, puis tu demandes qu'est-ce qu'on va manger, puis comment tu l'as préparé. Ah, ça va être excellent. J'ai fait ça dans un four. C'est ça. Ça me dit à peu près la même chose. Mais tu peux rajouter du détail. C'est un four excessivement sophistiqué, programmable 10 heures avant. On ne sait toujours pas le mode de cuisson, mais c'est pas grave, oui. Mais il
faut quand même pas le mettre, dire oui, c'est déjà dans un mot, mais expliquer par après. L'important, c'est l'explication qui vient après. Honnêtement? Par exemple, si on ne dit pas c'est spécifique, on aurait pu utiliser à ou avoir des. Oh, tout à fait. Mais l'important, c'est d'expliquer. Oui. OK. Vous, à la limite, tu peux oublier de... C'est ça. J'ai répondu à l'hypothèse 1 en utilisant une analyse de covariance. La variable indépendante était X, la covariable était X, Y était telle. C'est ça qui est important. Il faut savoir ce que tu as fait. Je veux dire, à la limite, tu peux présumer que ton lecteur est au courant. Je vous donne un exemple. Je suis très, très vieux, donc je vais redevenir jeune. À l'époque, j'avais vos âges et qu'en conséquence, j'avais des cheveux, entre autres. Il y avait... Hein? Les cheveux étaient inventés. Oui, Jimmy. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, j'en avais à l'époque où on se fréquentait. Coq-un, une touffe ici. OK. À l'époque lointaine, donc, où nous nous connûmes, et même avant, les logiciels statistiques accessibles étaient soit excessivement simplistes et demandant de la programmation d'ailleurs à l'usage. C'était le cas de SPSS, les premières versions populaires se promenaient aux alentours de 6.6.1 par là. Ou alors des trucs très spécialisés. Ça te prend une collection. Si tu voulais de la bonne capacité graphique, ça te prenait SciStat. Si tu voulais faire des régulations logistiques, il fallait que tu ailles bomber un copain en médecine qui avait beaucoup, beaucoup de pognon puis qu'ils avaient acheté BDMP. Ce sont toutes des entreprises qui ont été rachetées, phagocytées par SPSS, qui en a acquis et intégré un certain nombre de features, puis qui ont remis en vente des coquilles vides. Puis d'ailleurs, ce qu'ils ont fait était généralement moins intéressant que ce que faisaient les petites boîtes avec leurs propres produits. Mais bon. OK. Maintenant, si je te lis, indépendamment du logiciel, puis que tu me dis que tu arrives avec en bout de ligne modèle d'équation structurale, à la limite, je pourrais peut-être m'amuser de savoir que tu m'as dit que tu as utilisé Amos, m'a dire que ça paraît parce que ça veut dire que tu n'as à peu près aucune donnée mathématique, c'est pas chamard, mais n'importe quelle personne pas douée en maths, en 10 minutes, est capable de faire des beaux petits dessins, puis la machine va essayer de faire quelque chose avec ton DBase. Tu peux me dire que tu as utilisé l'Israël, je vais en déduire que tu es maso, mais tu as fait de la bonne job. Tu es compétente, maso, mais compétente. Je veux dire, il y a un certain nombre d'informations. Si j'ai l'information de ce que tu as fait, à la limite, du logiciel que tu as utilisé, puis je m'en contrefous, moi, ce que je veux voir, c'est la cohérence entre ce que tu dis que tu as fait, ce que ça donne. Si tu me rajoutes l'information, note de bas de page, que tu as utilisé à Vivo pour faire telle affaire, parfait, je n'ai rien contre, là. Mais c'est pas ça que je veux savoir. C'est pas si limité. Oui. Ben, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis que j'ai fait de la stat textuelle, puis que j'ai utilisé Sphinx Lexica, parce que je sais que mon jeune ami ici l'a déjà utilisé, moi, comme j'en consomme depuis bientôt 3 décennies, je vais vous dire, OK, on va te poser des questions. Parce que Sphinx ne donne pas accès à toute une série de paramètres mathématiques. Il faudrait que tu le reprogrammes, en fait, pour accès à toute une série de paramètres mathématiques qui sont nécessaires pour savoir si tes petits plans factoriels ils ont du sens ou c'est purement de l'erreur de projection à pleine page. Si tu me dis, j'ai utilisé DTM, je vais me dire, fun, enfin, quelqu'un de maso qui a envie de travailler sur quelque chose de lettre, au sens de très rough, mais qui donne des tas d'informations intelligentes. Puis si tu me dis, j'ai utilisé DTM puis que je ne vois pas de bootstrapping, je vais me dire, yish, pourquoi utiliser DTM? Je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, mais donc, tu me dis ce que tu as fait, tu m'as deviné ce que tu as utilisé. C'est ça, puis je t'explique. Parce que c'est ça. Un sans l'autre, je ne vois pas. C'est ça. Puis c'est la même affaire pour quelque outil de traitement de données, que ces données soient de type textuel, de type visuel. Faites de la vidéo, OK. Tu as utilisé Transana pour la coder. OK, il m'a dit, bon, gentil, tu t'es sauvé un peu de temps, mais de toute façon, tu risques autant avoir rentré de conneries dans le codage pour savoir les bouts de discours que tu vas garder qu'autre chose. Alors, explique-moi donc plutôt quelle logique tu as suivi. Oui. Et l'information complémentaire n'a pas besoin de l'avoir en plein visage, au cœur de ton information, ce bout-là. Ça peut être une note de bas de page, ça va être parfait. Là. Tu nous as dit que le logiciel, parfait, c'est gentil. Cela dit, ça m'amène à un autre élément, toujours sur les questions de mode d'analyse des données, puis qui renvoie aussi finalement à la méthode. Si tu me dis, j'ai procédé à une analyse de contenu, j'avais du discours, OK.
ça me dit quoi? Monsieur derrière, mon éminent camarade professeur, ça te dit quoi si je te dis, j'ai fait une analyse de contenu de discours quelconque, là, du verbatim, de 28 de tes collègues qui étaient sur le bord du suicide, des contenus du blocage de la convention collective. C'est un objet de recherche. Là. Hein? Non, ça dit même à rien du tout. Si vous prenez, et si j'ai lu en référence dans le discours sur la méthode, une référence qui est correcte, qui est bonne, là, OK? Mais qui est un ouvrage d'introduction générale au monde merveilleux de l'analyse de contenu. Et si tu me mets ça, m'a déduit que tu ne l'as pas lu. Bardin, par exemple, qui est la petite bible de référence des francophones, réédité. Laurence a dû publier la première version vers 72, quelque chose de même. Ils sont rendus, je ne sais pas combien de rééditions. C'est auprès d'une version de France, dans la collection Quadri. Bref, c'est une œuvre reconnue. C'est intéressant. C'est de la belle ouvrage. À chaque réédition, il y a eu actualisation, mais ce n'est pas un ouvrage de métaux, c'est un ouvrage de présentation d'un champ méthodologique. L'analyse de contenu, c'est un univers. Ça va au départ, quelque chose de épouvantablement dur et pur quantitatif. Certaines méthodes statistiques sont issues des besoins d'analyse de contenu, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec les maladies transmises sexuellement, qu'on appelle MDS, Multiple Differential Scaling. Je n'ai jamais trouvé d'appellation française potable sur le sujet. Ça a été inventé pour ça. Alors, c'est dire que l'analyse de contenu, ce n'est pas en soi quelque chose qui respecte les canons des approches ethnographiques ou anthropologiques. Ça n'a même pas rapport au départ. Il y a des tas de choses qu'on fait qui sont l'analyse de contenu. C'est juste dire maintenant, explique-moi la méthode que tu as prise pour créer un système cohérent, logique, de classification d'unités de sens, dont le support et le vecteur peut être le discours, généralement écrit, mais il pourrait être d'autres choses. Métaphoriquement, on peut faire de l'analyse de contenu de données vidéo, par exemple. Ça se fait. Ça revient toujours à la même affaire. Je disais, je dois être explicite. Maintenant, est-ce qu'il faut que je fasse un cours complet sur l'analyse de contenu quand je vais utiliser? Non. Mais dis-moi rapido, à peu près, ce que tu as choisi de faire. Ça va être facile de voir si ça a de l'allure par rapport à autre élément d'information. Qu'est-ce que tu as comme données? Ça l'aide. Et même chose pour la brève description de comment tu as recueilli ta donnée. Si j'ai ces trois éléments-là et je vois de la cohérence, je passe avec enthousiasme à l'étape suivante. D'accord? Donc, ça, c'est fondamental. On s'en fout. Des approches qui sont qualifiées. Présentation des résultats, 2-3 pages. Moi, je regarde ça, puis je trouve ça plate. J'ai mal à mon âme d'écrivain quand je me suis. Mais je sais que si je suis ça, j'ai plus de chances qu'on accepte et diffuse mes brillantes trouvailles que si je publie une œuvre de 3 tomes, comme la thèse d'un de mes anciens, toujours en vie, collègues brillants d'ailleurs, une sommité internationale, Lenoir, quand je suis repassé derrière sa thèse, qui a fini après moi, elle faisait 2 volumes de 650 pages chaque. Mettons que tu ne soumets pas ça, il ne l'a vu. Mais c'est intéressant, ils sont très cultivés de la chose. Donc, présentation des résultats, 2-3 pages. Éviter les modes extensifs inutiles. Tableau ad nauseam. Une des erreurs, on veut quand même donner l'impression que... En fait, on fait une double erreur. Ça, mettez ça dans votre poche et dites jamais que c'est moi qui vous l'ai dit. Devant un avocat, je dirais que je ne l'ai jamais dit. Un lecteur, un évaluateur d'une revue scientifique, comme un fonctionnaire ou un quelconque éminent collègue sur un jury d'attribution des subventions plus ou moins juteuses et plutôt moins de nos jours que plus, par exemple au CRSH, doit avoir l'impression, quand il vous lit, qu'il est excessivement intelligent. Donc, vous devez considérer qu'il est éminemment con, mais il ne doit pas avoir l'impression qu'il est con, ou que tu le prends pour un con parce que là, c'est toi qui as l'air pas intelligent. Traduit en français, c'est pas dur. Arrangez-vous pour fournir une espèce de fil logique. OK? Le lecteur ne doit pas avoir à faire des itérations dans votre texte. Et là, il est rendu à la présentation des résultats. Tu es obligé de retourner en amont pour savoir finalement de quoi vous vouliez parler.
éviter les choses qui peuvent être formulées de deux façons. Une façon qui a l'air simple en apparence et dont un lecteur minimalement intelligent n'a rien à cirer à outrance. Je ne veux pas dire que ce n'est pas utile, mais choisissez vous y mettez. Par exemple, les tableaux. La chose qui m'emmerde, je le fais, qu'une des collègues collaboratrices de mon ami était en train de faire en date d'avant-hier de la journée d'avant, il y a copié-collé des petits tableaux de fréquence de SPSS. Tu peux meubler bien des pages avec ça, ça prend de la place. J'ai-tu besoin, moi, de savoir, surtout si tu me parles de la distribution de base, de la composition de ton échantillon homme-femme, masculin-féminin, et autres maintenant, si vous les publiez notamment en Suède, n'oubliez pas le third gender, parce que sinon ça ne passera pas. Moi, si tu me dis que tu as un N donné, tu as 30 sujets, puis que tu en as 42 tu le mets directement en chiffre, avec les petits chiffres, évitez de présenter que des pourcentages, je ne veux rien dire. J'ai un échantillon de 3, puis tu me dis que tu as 75 ben, j'en déduis qu'effectivement, tu as trouvé un cul-de-jatte, ou ben donc un manchot, ou quelqu'un qui récemment passé à travers un pare-brise, puis il n'y a plus de tête. Enfin bref, tu as quelqu'un qui a un problème, il en manque quelque part. Pourcentage ne veut pas dire grand-chose. C'est intéressant à condition d'avoir un N qui fait que ça devient de façon rapide et efficace, d'avoir une idée de ce qu'on nous présente. Il y a un critère finalement de, comment on dit ça? Pragmatisme là-dedans. Être efficace, rapide. Donc les tableaux, vous en mettez quand ça permet de simplifier la présentation de l'information. Côté méthode quantitative ou résultats quantifiés, utilisez l'écriture scientifique. Vous pourrez présumer que théoriquement, les éminents collègues munis d'à peu près quelque chose qui ressemble à un doctorat, qui vont vous lire, ou au moins qui auront évalué votre article, ben, ils vont être capables de comprendre que si vous leur dites une fois, d'accord? Par exemple, j'ai fait joujou dans les mesures d'association, parce que j'avais des petits N, puis c'est le fun, puis finalement, ils n'utilisent pas assez. Ping, 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 ping. Bon, si vous dites une fois que ça, c'est un likelihood ratio chi-square, ça résulte en français, maintenant, il appelle ça rapport de vraisemblance, ce qui est invraisemblable. Bon, c'est ça. Bref, une version bayésienne à l'origine d'un Kikori. Vous le dites une fois, puis après ça, vous mettez un petit L2 égal. L'information, là, je suis en train de prendre de l'avance finalement, l'information qui est normée. Vous êtes obligé de produire en respectant une norme APA, bien, respectez-les. Fait que vous voulez mettre de l'information statistique, L2 est égal à quelque chose, point ou virgule quelque chose, stock, combien de degrés de liberté, on va s'amuser à en mettre 5, puis, OK, tout ça est normé pour inclusivement de l'information relative à d'autres choses. Ça me reviendra. C'est correct, mais je dis, c'est pas dur de trouver les normes de notation scientifique. Vous mettez une fois l'explication du symbole, après ça, vous n'y revenez plus. Bien, vous venez, si vous essayez de mettre la même information dans un tableau, ça va vous bouffer une demi-page. Des fois, c'est nécessaire, si vous voulez, que les gens puissent comparer des éléments de résultat en fonction de différentes variables. Oui, ça peut être intéressant. Mais donc, servez-vous un petit peu de votre tête, sachant que vous n'avez pas le choix d'être économique. La rédaction d'un article scientifique, c'est le rapport de quelqu'un qui vit sur l'aide sociale à ce qu'il va trouver à la banque alimentaire versus quelqu'un qui a un salaire de professeur titulaire avant impôt et qui va trouver dans le métro particulièrement bien équipé et nanti d'un quartier bourgeois, moi par exemple. Bien, normalement, tu as une logique d'économie là, qui joue. Donc, soyez économique, mais soyez clair. Et même chose pour la présentation des résultats pour ce qui est, donc pas de tableau ad nauseam, des résultats dans un article qui veut se situer dans une approche et démarche, ou issue d'une approche et démarche dite de type qualitatif, vous ne vous sauverez pas la peau en sortant ad nauseam des bouts de citations pauvres que, fort heureusement pour vous, les gens pas très utiles dans la vie, comme les membres du comité éthique, vous encouragent fortement à ne pas les identifier.
Donc, vous allez avoir S1, S1 jusqu'à S combien pour les sujets. Puis là, vous faites du picking up des bouts de phrases qui vous intéressent. Moi, je vois ça. Vous ne m'avez pas expliqué exactement de façon claire la modalité d'analyse, de classification et d'interprétation du discours que vous avez choisi. Vous n'avez pas été clair, autrement dit, quant au type de mode d'analyse de contenu du discours que vous avez choisi. Je regarde ça, je vous le repitche en disant, en plus de ça, tu n'as pas le droit de me demander de croire sur parole que l'extrait de discours d'une pauvre personne qui a eu la gentillesse de te donner du temps puis de faire du blabla pour te dépanner toi avec tes objets de recherche, tu peux en faire ce que tu veux puis les utiliser là où ça te tente pour justifier ton propre discours plein d'a priori. Ça vous va-tu pour la crise éthique? Et ça, c'est important. Dans les approches qualitatives, on doit être très, très prudent sur la contextualisation du discours et non pas utiliser purement la dimension de décontextualisation. Comme les questions d'interprétation par la suite. Non, vas-y. Oui, non. Puis là, ça veut dire, par contre, c'est la question, est-ce qu'on les inclut? Comment on les inclut? Si on devrait les inclure, on devrait carrément pas les inclure, mais bien justifier nos thèmes. Tu peux les inclure, mais il y a une façon, puis il doit être clair, dans le cas d'un usage illustratoire, que c'est un usage illustratoire. Et jusqu'à quel point, ce qu'il faut que ton lecteur sache, c'est jusqu'à quel point, si tu fais quelque chose de descriptif sur un univers très, très restreint, a priori, on ne s'attend pas, puis c'est correct, ça va sauver ton article, que tu nous fasses de la généralisation sur, en conséquence, les enseignants du Québec pensent que. Hey, le cave, tu as une interview 4. Il y en a très exactement 87 000 juste au primaire et au secondaire. Tu peux me garantir, mais je m'explique comment tu peux me convaincre que les extraits discursifs de 4 personnes, ça représente la façon de traiter l'information de X milliers ou dizaines de milliers de personnes. Bon. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans une approche de type ethnographique, anthropologique, peu importe de type qualitatif, on va dire, c'est à l'intérieur d'un univers restreint d'individus, sachant que le discours, si c'est ça, la base, c'est évidemment un produit représentationnel, c'est-à-dire c'est le produit des représentations mentales que les gens ont quelque chose, et t'accrochant en fonction d'une problématisation qui tient en route. Moi, j'ai pas de problème, c'est le fun. On a du fun à te lire. Mais arrive-moi pas à la fin avec un discours où j'aurais la vague impression que tu es en train de me dire, que tu es en train de qualifier ce que pense une unité sociale. Là, on a un problème. Un des problèmes qu'il y a, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est plus difficile, puis je trouve plus méritant chez les gens qui décident de prendre ce type de perspective, c'est de distinguer l'usage tout en intégrant le mode à la fois de la présentation des résultats et d'un discours interprétatif. Et il est souvent, dans les approches de type qualitatif, il est concomitant. Et étant concomitant, il devient excessivement difficile d'avoir un discours structuré où tu n'as pas l'impression que tu as un effet de picking up justificatif, si tu veux. On va y aller, vu qu'on m'a invité, n'est-ce pas, à vous gazouiller. Vous allez avoir mes états d'âme complets de jeunesse. J'ai commencé à faire de la stat textuelle pour une raison. Je suis un vieux gauchiste, je vous l'avoue. Lui est jeune, mais moi, je suis un vieux schnock. Puis chez les vieux gauchistes comme moi, il y a un principe qui veut que les gens, ça doit être respecté, surtout quand ça fait quelque chose pour toi. Et que tu n'as pas le droit de faire dire aux gens ce qui, toi, te plaît bien, mais qui n'ont peut-être même pas pensé. Donc, si je fais de l'analyse de discours, je ne dis pas que c'est la meilleure façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire des postures de groupe. Si j'étais autre chose, je m'intéresserais à ce que pense chaque individu, puis je le ferais me raconter la vie, puis ça serait parfait. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, une façon que j'avais trouvée, c'est est-ce qu'il y a moyen d'appliquer des modèles statistiques à la distribution du discours? Premier problème qu'on rencontre, vous allez comprendre à quoi ça a à voir avec les bouts de picking up de discours. À la base, un logiciel de stats textuel, ça va considérer, avec un petit modèle qui n'est pas très compliqué, qui est très rigolo, qui est un modèle d'analyse factorielle de correspondance dans l'Évangile selon Saint Benzécry, on va considérer que l'unité de base
ce sont les mots. Et pire que ça, ce sont des graphèmes. Hein, un D apostrophe, ça a un sens terrible? Non, pas vraiment. Donc, j'ai une belle matrice avec tant de personnes qui m'ont gazouillé sur une question, puis le discours en ligne, si tu veux, les sujets devenant le discours, donc les éléments de discours, et les variables devenant les individus. En gros, je peux aller plus subtil. Un jour, les gens ont dit, et là, c'est facile à comprendre, puis c'est un vieux problème en psychométrie aussi. Okay? On y va dans le multidisciplinaire ou l'interdisciplinaire. Niveau discours, vous connaissez quelque chose qui s'appelle un Q-sort. Ça vous dit quelque chose? Hein? Vous avez un paquet de petits cartons avec des petites phrases dessus. Puis là, vous devez classer je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je n'ai pas d'opinion. Derrière ça, il y a une sombre machination créée par les psychologues qu'il y avait derrière, qui dit, si tu mets ensemble tel énoncé, en réalité, ça va nous révéler que tu es carrément, complètement tout croche, il faut t'envoyer à l'asile, ça presse. Non, mais je veux dire que tu as un profil A, B, C, D. Il va short. Le plus connu des Q-sorts utilisé pour fin clinique, c'est le MMPI, hein? Minnesota Multiphasic Inventory, je ne sais plus trop quoi. Ben voilà, merci. Évidemment, à tous les X, on doit les mettre à jour et on doit les revalider. Et un X arriva qu'à l'origine, la première version du MPI a été développée dans les années 56-57 dans un bled qui était White Anglo-Saxon Protestant plate, qui était Minneapolis-Saint-Paul. En plus straight, plate, blanc, bloc que ça, tu meurs. Ben là. Et donc, un des énoncés qui cotait sur l'échelle de dissimulation, je ne veux pas nous dire ce qu'il pense, c'était « I like to talk about sex ». Dans la mentalité des années 50, White Anglo-Saxon Protestant, qui part dans un bout de plate du Midwest américain, où ce que tu t'emmerdes en hiver, évidemment, si tu disais « d'accord avec ça », tu étais... Évidemment, on l'additionnait avec d'autres scores, mais tu étais présumé être pathologique ou vouloir dissimuler des choses. OK. 15 ans plus tard, révolution sexuelle et autres bebelles s'étant manifestées, on revalide. Puis là, les gens sont incapables de classer l'item. Pourquoi? Parce que les gens deviennent intelligents. Ils ne répondent pas juste par rapport à une norme. On va dire « Ouais, je fais quoi? » I like talk about sex. J'aime ça parler de sexualité, on va dire. Parce que déjà, en traduction, ça devient terrible. Là. Ça veut dire j'aime ça parler de cul ou ben non d'autre chose? Un problème. Là. Mais on va respecter la langue d'origine. Ouais. Avec ma blonde, ou mon chum, selon, là, ou les deux, ça n'a pas d'importance, le vendredi soir, surtout quand j'ai une paye le jeudi, dans une ambiance feutrée, etc., ouais. À la taverne, avec une bande d'abrutis complètement sous, non. Finalement, je fais quoi avec ça? Ben, je ne mets pas d'opinion. Là, je tombe dans l'échelle de dissimulation, ça vient de ça. Donc, il a fallu faire attention au caractère polysémique, pas juste d'un item, d'un énoncé. C'est pas juste un mot, là. C'est une chaîne de mots. Ça renvoie à un concept. Le concept, il est-tu clean cut? Non. Quand je fais de l'analyse dite qualitative, je travaille sur des vecteurs de concepts qui sont généralement polysémiques. Quand je fais de la stat textuelle, si je veux utiliser l'outil pour faire le contraire de « je fais dire ce qui fait bien mon affaire à ce que le monde a dit », je vais être obligé de travailler non pas sur les mots, mais sur les segments répétés. Des bouts de phrases, ça a plus de sens distinct que juste le mot. Puis là, je vais être obligé de voir qu'est-ce qui est à peu près stable, donc une distribution un peu normale, même si pas tout le monde en a parlé. Puis qu'est-ce qui est vraiment bien intéressant, mais c'est spécifique à M. Toto X. M. Toto X, c'est bien le fun, mais je m'en occuperai quand j'aurai fini ma recherche, j'aurai posé mon rapport, j'aurai plus de FQRSO d'oreille parce qu'il ne transporte pas la dernière moitié du paiement, puis que je m'amuserai à faire un case study. Donc, je peux avoir le même rapport, excusez mon grand détour, mais c'est important, j'ai le même rapport par rapport à la rédaction d'items de test, même rapport par rapport à l'interprétation du discours transcrit des gens. Le discours est par essence contextualisé, même à l'intérieur de la génération d'énoncés en théorie des tests. À plus forte raison quand c'est le discours que les gens m'ont fourni. Tenir compte du contexte, être capable de dire
je prends cet élément-là de discours comme illustration, mais voici à peu près la zone de ce que ça reflète. Vous venez d'utiliser de façon riche le discours des gens, puis personne ne va vous taper sur les doigts parce que ça dit honnêtement, pas ça vient justifier l'ensemble de mon interprétation, mais quelque part de façon contextualisée, sachant que le contexte est limité, puis qu'en plus le nombre de répondants l'était, oui, pour cette petite gang-là, c'est le fun, puis ce que tu en fais, ça tient la route, même si tu es imbriqué en naviguant entre ça et ça, ou entre ça et ça, excusez-moi. Alors que si j'utilise la donnée quantitative ou des approches plus hard data, en général, je peux y aller un peu plus clean cut. Hein, c'est partie 1, partie 2, partie 3, c'est plus facile. D'une certaine façon, vous avez du mérite quand vous faites autre chose que juste de présenter du hard data. Juste pour dire, il est 3 heures. Oui, il est temps de prendre une break syndicale. Si tu es capable de nous expédier la ligne conclusion en 30 Oui! secondes, on va prendre une pause de 10 Ça, la ligne conclusion, souvent confondue avec l'interprétation, c'est un petit peu... Ah oui, excusez, il y a ça qui est important. Donc, interprétation, discussion, oubli fréquent de retourner à l'analyseur cadre de référence pour contenu de problématisation. Je veux dire, prendre des résultats, tu me dis quelque chose, c'est bien beau, tu as découvert la clé de la solution de l'univers, le problème de l'univers. Moi, ce que je veux savoir, c'est en quoi c'est cohérent avec ce que tu avais identifié comme problème, ce que disait la littérature. Es-tu en ligne ou tu arrives au résultat contraire qui sont encore plus intéressants? Puis, à quoi il t'a servi ton analyseur? Ça servait à quoi d'aller emprunter à Mr. Ducey et Ryan son blabla sur la motivation si tu n'en fous rien du tout, sauf dire que tu as trouvé la même affaire qu'eux autres? Voilà. Donc, l'article, c'est un mode de communication normé. Le normé, j'insiste, mais alors très lourdement dessus. S'il ne l'était pas, ça serait bien embêtant pour évaluer au mérite les articles. Destiné à une communauté de pairs, donc c'est destiné à des gens qui sont présumés compétents dans un univers donné. On va dire qu'a priori, ils sont compétents dans un univers donné. Pourquoi tu ris, toi? Il doit donc respecter un format prescrit. Et là, il y a du sous-texte ou paratexte qui n'est pas écrit. Ça veut dire qu'avant de décider de formuler ou d'écrire un article pour le soumettre quelque part, allez donc faire un tour sur le site de la revue. Vous avez généralement 2 informations fondamentales. Instruction aux auteurs et instruction aux évaluateurs. Si vous additionnez les deux, vous allez avoir une vague idée de est-ce que je suis dans le champ, c'est à la bonne place, complètement à côté de l'objet. Est-ce que je respecte les normes et paramètres? Il arrive que des revues à caractère disciplinaire, en gros, tout le monde demande la même chose. Mais il y a des variants. Prenez-en en compte parce qu'il n'y a rien de plus décourageant, ce qui était classique jusqu'à récemment. Soumettre un article, attendre un certain nombre d'années qu'ils aient trouvé 3 zigotos qui renvoient leur feedback. La synthèse du rédacteur en chef, vous recevez ça, c'est marqué « First received » en 1892. Évalué et retourné à l'auteur en 1897. Deuxième, là, vous m'avez une demi-page. Puis finalement, au moment de publication, vous êtes déjà décédé. Vous, non, parce que vous ne fumez pas, vous n'avez pas de vice, mais je dis un vieux schnock comme moi, ça fait longtemps qu'il est mort et enterré. Donc, respecter un format prescrit, c'est aussi se donner la peine d'aller voir les exigences spécifiques propres à chaque revue, sachant que chaque revue de nos jours, ça c'est l'autre élément, que les gens ne savent pas, pour l'ensemble des publications en sciences humaines et sociales, généralement anglo-saxonnes, il y a 3 maisons d'édition monopolistes qui ont tout racheté, qui sont les mêmes d'ailleurs qui contrôlent les banques de données informatisées type Machin Truc Inform ou c'est ça, tous ces trucs-là. Ça appartient soit à Blackwell Edition, autrefois Oxford Press, Academic Press, autrefois d'autres choses, je ne me rappelle pas comment, puis une 3e boîte. Prenez les 3 boîtes, vous venez faire le tour de 99,9% de l'édition Springer Verlag. Là, vous avez incluant toute l'édition scientifique dans le monde merveilleux des sciences pures. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques contraintes, là.
OK? Les contraintes ont l'avantage d'être à peu près stabilisées. Ils appartiennent à 3, 4 monopoles qui ont à peu près toutes les mêmes politiques éditoriales. Mais en conséquence, ils n'en ont rien à cirer de vous voir disparaître de l'effectif parce que tu n'as pas le choix de publier. Notamment, dans certains cas, d'ailleurs, c'est triste, on devrait donner le choix aux gens parce que ça ne sortira jamais. Mais pour les changements de rang professoraux et pour l'obtention de subventions de recherche. Tu es évalué à 67%, entre 60 et 67% sur les organismes subventionnaires au CV du chercheur principal. Puis le CV du chercheur principal, c'est la liste kilométrique des publications des 5 dernières années, plus les subventions obtenues. Bon, c'est des règles du jeu, autrement dit. De la même façon, ces règles du jeu-là ont aussi des effets sur le type de normes et de formats prescrits pour certains types de revues. Allez les voir. Fournir une information complète permettant aux pairs d'en juger la scientificité. Ça, c'est le petit retour au début. Les bébêtes règles de la démarche scientifique, là, gardez-les derrière la tête. Peu importe que le référent de la démarche scientifique soit tel qu'il est lu dans une discipline tierce, à l'origine, par exemple, de méthodes dites qualitatives, il y en a des normes. Il y a des modes d'administration de la preuve qui sont reconnus, qui seront distincts du mode d'administration de la preuve dans des démarches plus traditionnellement jugées positivistes ou empruntées plus ou moins directement et plus ou moins matinées aux sciences pures et dures, mais quand même. Présenter des bases objectives, toujours se rappeler que tout le monde se fiche de votre opinion. C'est-à-dire éviter, mais c'est excessivement difficile, surtout quand le sujet vous tient à cœur. Ce que vous pensez comme individu, du bien ou fondé, pas fondé, de la tristesse. Vous allez écrire un article sur la désertion scolaire, contraire de la persévérance. Là. Le décrochage, merci. On ne peut pas savoir si vous trouvez ça triste. C'est un contre-fou. Démontrez-nous que ça pose un problème avec une dimension au plan sociétal, pertinence sociale, puis au plan scientifique, on ne sait pas trop pourquoi. Puis là, ça va intéresser le monde, parce que même en termes de point de jonction entre la pertinence scientifique et sociale, si vous nous démontrez pourquoi c'est important, vous êtes en train de dire aux gentils décideurs, généralement des gentils politiqueurs, que, il y a quelque part une petite piste que vous êtes en train d'ouvrir, ou en tout cas une zone, ça vaut la peine de regarder, où on pourrait réduire un problème qui coûte du fric à l'État. N'oubliez pas que dans nos pays, ceux qui décident de tout, c'est quanto cash ça coûte en bout de ligne. Et la science en paye le prix. Non, mais soyez clairs à ce niveau-là. Donc, présenter des bases objectives. Votre opinion sur la tristesse d'une situation, tout le monde alors s'en contre-tape. Si je commence mon article par « Qui est un décrocheur », oui. ça marche-tu? Non. À moins que tu le mettes avec beaucoup de guillemets et que tu me dises pourquoi c'est apparu là. Je vais vous raconter ensuite, avec une démarche rigoureuse, comment un décrocheur comme Jimmy, qui ne voulait rien savoir de l'école, est devenu professeur à l'université de Montcoton. Voilà. Être situé. L'article « Un objet restreint », c'est aussi difficile parce que, surtout quand votre background, c'est la production d'une thèse ou d'un mémoire, oui, ton objet est situé, mais tu as une infinité de pages pour faire comprendre que c'est excessivement important ta bebelle, puis de quoi tu vas nous parler. Alors, si tu vas nous parler du décrochage scolaire at large, je te souhaite beaucoup de plaisir à essayer de le faire dans le cadre de 25 pages max. Donc, le lecteur doit aussi savoir ça. En plus, votre évaluateur, je vous l'ai dit, c'est un bénévole. Ça fait partie de la 3e dimension de la tâche professorale, partout pareil, sur toutes les latitudes de nos jours, à savoir les 2 tâches évaluées, enseignement-recherche, les 2 tâches pas évaluées, mais qu'il faut que quelqu'un se les tape, service à collectivité et administration. Bien, l'évaluation d'articles scientifiques, ça tombe dans le service à collectivité. Et c'est le genre de choses que tu fais parce que tu aimes bien les jeunes. Parce que pour dire que c'est amusant, puis que tu fais ça à 3 heures du mat quand le reste de la job est fait, ou comme mon ami Jimmy est juste à 11 heures hier à soir,
faut que tu aies envie, mais ça veut dire que tu peux te tanner vite. Le petit conseil, il vaut aussi quand vous avez demandé des demandes de bourse, par exemple au CRSH. Chez nous, les étudiants ont l'avantage de pouvoir taper 2 places, faire QSC et CRSH. Bien, pour avoir siégé inclusivement sur des jurys de bourses de doctorat et de postdoc au CRSH, d'abord, ils ne sont pas pratiques. Ils t'envoient la caisse de patente très exactement 1 semaine et demie à l'avance ou à peu près. C'est aussi ridicule que ça. Maintenant, c'est le fichier, le méga fichier à la place. Là, tu as des petits textes qui ne disent pas grand-chose. Tu as ta grille qui ressemble terriblement à une grille d'évaluation de programme de recherche. Puis, tu en as 67 à faire. Mettons que le premier, tu lis à peu près. Mais s'il est rendu au 20e, tu es obligé de te poser une question de que c'est qu'il a envie de nous dire, puis sur quoi va porter sa recherche. C'est le fun. Tu vas tout de suite sur l'autre fichier, puis tu fais non, 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 fuck! Et tu passes à un autre appel. Là. Ça vaut aussi pour les articles. Correspondre à un exercice critérié, les critères d'arbitrage des articles sont toujours accessibles. Ça revient un peu à ce que je disais avant, mais c'est extrêmement important. Puis ça, généralement, les gens ne le font pas. Contentez-vous pas de regarder les instructions aux auteurs. Il arrive qu'ils soient tellement vagues que ça veut rien dire. Regardez donc plutôt la petite grille d'évaluation qu'on fournit aux évaluateurs. Elle est plus claire, au moins sur les bouts qui vous manquent, puis ce serait une bonne idée de rajouter. Respecter les normes éditoriales à caractère disciplinaire, exemple, normes de l'APA, présentation des références. Si vous saviez, si vous saviez, je crois que le temps est correctement choisi, ce qui est assez emmerdant, c'est déjà pénible quand c'est tes étudiants, que ça ne leur rentre pas dans le coco, qu'il y a un système normatif de référence, que par exemple, juste en termes de cohérence, outre le respect de la forme, c'est bien le fun quand tu as lu dans la problématisation d'un article une couple de références, de les retrouver dans la section bibliographie, et vice-versa. Mais comme vous souffrez itérativement, bien souvent vous en faites sauter des bouts, puis vous oubliez de les faire sauter ailleurs, puis vous en rajoutez une place, puis vous oubliez de les remettre en bas. Et ça, c'est aussi un excellent motif pour pitcher l'article à la poubelle, puis avec des considérations pas gentilles dans le genre « tu te payes notre gueule! » Pas capable de suivre une norme. Non, je le mets sur une bonne blague, mais c'est sérieux. Je veux dire, c'est vraiment un des irritants majeurs qui est un motif de rejet. Et encore une fois, c'est purement une question de cohésion et de cohérence. C'est juste ça. Le problème des gens qui sont tellement insécures, les jeunes ou les nouilles, tu as le choix, un peu des deux des fois. Mais il y a des vieux qui sont nouilles aussi, en parenthèse. Dans une vague d'insécurité, ils ne sont même pas sûrs que leur sujet tient en route, puis que les résultats qu'ils vont présenter, ils disent quelque chose. Fait que pour se blinder, ils vont faire du name dropping à tour de bras. Ils vont foutre des références. N'importe quelle personne munie de sens est capable de faire un petit run sur une base de données intéressante quelconque en sciences humaines et sociales. De lire des abstracts, ouais. Mais honnêtement, pour produire des abstracts, vu que c'est nous qu'on est fournis, je peux vous dire qu'il est arrivé très souvent que le contenu principal, il n'est pas dans l'abstract. Tu mets les 3 mots qui pognent pour être sûr que ça soit un peu punché. Tu vas avoir dans les mots-clés quelques éléments référents au contenu réel. Mais il n'est pas nécessairement en évidence. Ça, c'est un. 2, avec le name dropping, si tu te fies sur l'abstract, tu rencontres ce qui m'est arrivé souvent de rencontrer, qui est un peu triste. C'est des jeunes gens qui font dire exactement le contraire, s'étant fiés sur des objets qu'ils n'ont pas lus. Manque de bol, le lecteur, lui, les connaît. Ils font dire exactement le contraire de ce que disent les auteurs dans l'article réel. C'est aussi très chouette, parce que tu en trouves un, tu flushes. Tu viens de te sauver de la job. Mais c'est triste pour l'individu. Alors, on est rendu aux activités. La première que je vous propose, c'est chercher l'erreur. Je tiens à remercier le professeur Larose de s'être dévoué J'ai eu du fun! pour cet atelier. Je vous remercie d'être venu.